Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce premier Indie Club du mois de février, parce qu'on s'est pas beaucoup vu récemment. Donc ravi de vous retrouver pour cette nouvelle discussion avec Cyrine et Benoît. Donc aujourd'hui on va être trois, donc ça va être plutôt trois quarts d'heure qu'une demi-heure, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire et on a pas mal d'informations à vous communiquer. Et puis on est aussi hyper preneur de toutes vos questions tout le long du webinaire. Donc, vous avez le chat qui est à votre disposition en bas à droite. Salut Yannis. Pour me poser les questions, donc c'est normal, vous n'avez pas la caméra ni le micro, mais on veillera à regarder le chat pour ne pas vous laisser de côté. Donc moi je suis responsable pédagogique chez Join Indigo pour ceux qui ne connaissent pas, et je suis avec Cyrine qui est responsable des admissions chez Indigo et Benoît qui est un alumni de la promo pilote de la stratégie climat et aussi de la première promo responsable RSE. Donc dans un premier temps avec Cyrine on va un peu vous rappeler certaines choses sur le programme, notamment sur les changements qu'on a opérés depuis la première promotion, et revenir un petit peu sur le contexte aussi du métier de responsable RSE et les enjeux aujourd'hui qui sont présents sur le sujet de la RSE. Alors, donc du coup, peut-être pour commencer, Indigo, pour vous rappeler, c'est une école qui fait partie du campus Maria Schools. Et donc, il y a un campus de 4 écoles qui forment aux compétences, on va dire, de demain, donc aux compétences soit numériques, soit dites responsables. Donc, on a 4 écoles chez Maria Schools. On a Lyon, qui est l'école de l'ère entrepreneuriale, Maestro, l'école de la tech et du no-code, Hiro, qui est l'école du storytelling et du copywriting, et enfin Indigo, la dernière, qui est sur les sujets du coup de responsabilité. Donc tout ça forme une communauté de 6000 alumni, et on forme aussi des clients corporate. Donc on a un pôle qui s'occupe aussi du coup de faire des formations plutôt en B2B. Donc si certains sont intéressés, c'est aussi un sujet qu'on pourra évoquer un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Et en fait, du coup, dans ce contexte-là, donc chez Maria School avec Cyrine, donc nous on est 25 en tout. On a échangé sur les sujets de RSE et j'ai posé la question aux personnes avec qui on travaillait. Pour vous, c'est quoi la RSE? Qu'est-ce que ce mot évoque? Le premier mot qui vient en tête. Et du coup, j'ai envie de vous poser la même question aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat un seul mot qui, pour vous, quand on pense à RSE, à quoi on pense? Donc, je vous laisse répondre dans l'onglet en bas à droite, euh, juste là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dites quelque chose spontanément. Euh, Comme ça pourra permettre de comparer par rapport aux réponses qu'on a fait chez Maria. On Ok. voit des mots qui étaient sur ce qu'on avait fait, Oriane. Ouais, il y a des mots communs. Environnement, impact, ouais. Trop bien. Et ben, on a eu un peu voilà, on a eu pas mal de choses en commun, par exemple, avec la question que j'ai posée en interne. Donc, on a le mot responsabilité qui est celui qui est le venu le plus. Donc, c'est pour ça que c'est le plus gros. Responsabilité, je pense qu'il est un des plus appropriés parce qu'il regroupe tous les enjeux à la fois sociaux, sociétaux et environnementaux. Après, on a eu des mots un peu plus techniques comme bilan carbone, mais voilà, l'idée de la RSE, c'est de rendre vraiment les entreprises responsables de leurs activités, de leur impact. Et en fait, alors pour vous remettre un peu de contexte et repasser un peu il y a quelques années, en fait, le point de départ, il y a eu beaucoup de dates qui marquent la RSE, mais le point de départ, ça a vraiment été l'accident du Rana Plaza. Je ne sais pas si certains ont besoin que je rappelle ce que c'est, mais du coup qui a fait vraiment un énorme, qui était un énorme scandale. Aujourd'hui, on pense aux Ouïghours, on est à peu près sur les mêmes types de problèmes. Et en fait, le devoir de vigilance qui a été du coup instauré en 2007 en France. Pour la petite info, j'ai vu hier qu'il était en train d'être transposé sur une directive européenne. Donc l'Europe, pour une fois, a copié la France pour proposer une directive en juin, qui sera appliquée en juin 2024 et entrer en vigueur en 2025. Parce que jusque-là, le devoir de vigilance, c'était que pour les entreprises françaises. Et donc, si on reprend un peu quelques dates de la RSE, j'en ai mis que 4, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. En fait, c'est un mot qui est hyper, enfin, c'est une notion en fait qui est hyper ancienne puisqu'elle date de 1953. Donc, ça fait longtemps
qu'on connaît les enjeux, qu'on connaît les sujets. Ça a mis un peu de temps à arriver dans la sphère de l'entreprise et même dans les discussions, dans les débats publics. Mais en fait, c'est assez ancien. Une date qui a été hyper importante pour la RSE, ça a été bien sûr la création de la norme ISO 26000 en 2010. Qui a vraiment mis un cadre à l'échelle internationale sur du coup les décisions et la politique de la RSE. La loi Pacte aussi a marqué un vrai tournant avec les questions de raison d'être et d'entreprise à mission. Et pour 2024, il y a pas mal de sujets, je pense que vous l'avez vu. Il y a notamment le sujet de la CSRD, puisque la collecte des données se fait maintenant pour publier les données en 2025. On a la loi anti-greenwashing, du coup, qui est aussi appliquée de plus en plus. Et du coup, comme je vous le disais, de devoir de vigilance à l'échelle européenne. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne suis pas une experte de toutes les réglementations, mais on peut creuser des points avec Benoît aussi, si vous avez besoin. Et donc, nous, ce qui est assez marrant, c'est que Maria School, quand je vous parlais de raison d'être et d'entreprise à mission, il se trouve qu'on est entreprise à mission. On a un campus qui forme du coup des professionnels. Et la mission de Maria, c'est vraiment du coup de réinventer l'éducation des adultes pour qu'ils aient plus confiance en eux et pour qu'ils soient vraiment acteurs de leur avenir professionnel. Puisqu'on considère chez Maria School que apprendre rend heureux d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel. Et du coup, c'est un campus qui s'intéresse aux compétences qui sont aujourd'hui très demandées sur le marché. Et donc, on essaye toujours de se renseigner sur ce qui se passe sur le marché, sur les métiers, pour avoir des formations qui sont en adéquation avec les emplois de demain. Et c'est pour ça que nous, on considère que par rapport à la RSE, la formation, c'est un levier hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu le baromètre qu'a fait Wavestone l'année dernière sur les compétences RSE notamment et sur les stratégies RSE des entreprises, mais c'est assez alarmant. Et d'un côté, on se dit qu'il y a du coup une grande marge de progression. C'est qu'une entreprise sur 10 déploie des formations obligatoires spécifiques au métier. Quand je dis ça, c'est dire achat responsable, marketing responsable, voilà. 8 personnes sur 10, de manière générale, sont formées aux compétences vertes. Et on voit que le manque de ressources humaines, c'est dans le top 3 des freins pour 77% des entreprises. Donc, à la fois, les entreprises ont du mal à avoir des personnes qualifiées et à la fois, on voit des entreprises qui ne forment pas, alors qu'en fait, elles ont aussi des pressions réglementaires qui sont en train d'arriver. Donc, bientôt, elles vont devoir aussi mettre plus de moyens dans la formation. Et donc, nous, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit, en tant qu'organisme de formation, il faut absolument qu'on contribue à ça en proposant des formations qui soient courtes, qui soient actionnables et qui soient en lien avec les réalités du métier. Du coup, je vais laisser maintenant la parole à Cyrine, qui va vous expliquer un peu pourquoi ce bootcamp et vous en dire un peu plus sur le programme. Oui, du coup, donc vous l'avez vu, on a créé un bootcamp Devenir responsable RSE. Donc, c'est courant l'année dernière qu'on l'a lancé. Donc là, ça va être la deuxième édition qu'on prépare pour mars. Où, pour le coup, l'objectif, en fait, de ce bootcamp, pour nous, c'est que vous ressortiez de là en étant capable de mettre en place une stratégie RSE dans une organisation. Donc, comment est-ce qu'on a vu le format de ce bootcamp? C'est sur 106 heures. Donc, c'est étalé à peu près sur 2 mois. Donc, c'est 10, ça représente une dizaine de semaines. Et donc, on est sur toujours ce format donc, qui est hybride où, contrairement aux autres formations, je voyais dans les participants, quelques anciens participants de la formation pilote qu'on avait fait l'année dernière. Contrairement à pilote, on va être sur, pour le coup, un format du coup qui est hybride, où en fait, vous avez une partie en asynchrone, où sur une plateforme, vous avez vos cours qui se débloquent au fur et à mesure de la formation. Donc, à lire avec, du coup, des petits travaux personnels à faire en plus pour aller creuser certains sujets. En parallèle de cela, il y a aussi ce côté très humain qui est pour nous en tout cas très important chez Maria School et chez Indigo. Donc il y a des rendez-vous 2 fois par semaine en visio, donc en distanciel. Ça se passe tous les mardis et les jeudis. En cours du soir, donc c'est assez pratique pour donc toutes les personnes en poste ou alors voilà qui ont des obligations la journée.
Donc de 18h à 21h et 2 après-midi qui se font du coup en présentiel dans nos locaux à Paris. Donc c'est la toute première session où tout le monde se rencontre et la toute dernière, mais je vous représenterai ça un petit peu plus tard. La mise en pratique aussi pour nous, ce qui est essentiel et qui est, je pense, en tout cas, tu me dis Oriane, hein, mais c'est l'essentiel en tout cas de nos formations chez Indigo. On est très inspiré de la pédagogie Montessori, mais qu'on applique aux adultes. C'est-à-dire qu'en fait, les cours sont toujours animés par des experts terrain. Typiquement, vous allez être formé par des responsables RSE, des consultants en carbone, des éco-concepteurs, enfin plein d'experts différents qui sont là pour animer du coup le cours. Lors de la session, vous avez un tiers théorique, les 2 tiers restants, c'est des ateliers de mise en pratique sur des cas concrets, des cas réels d'entreprise, donc sur lesquels vous travaillez tout au long de votre formation. Et le collaboratif aussi, donc qui est essentiel dans le sens où le réseau, pour nous en tout cas, c'est la clé pour pouvoir vous développer, pour pouvoir monter en compétences, gagner en légitimité. Donc c'est de rencontrer, d'échanger avec déjà votre promo, donc où vous êtes 20 participants là pour la prochaine promo de mars, et où vous allez au-delà d'échanger avec les autres participants, c'est aussi avec du coup les intervenants qui sont là. Voilà, vous partagez vraiment des moments privilégiés aussi avec eux, donc on met un gros point sur ça. Ouais. Et pour ceux qui veulent un peu, je rebondis sur la pédagogie Maria Montessori, qui veut vraiment donc axer la pédagogie sur le fait de apprendre en faisant, et donc de vraiment mettre au cœur la personne et de pas seulement avoir un rapport descendant, mais la laisser un peu expérimenter. Il y a un film justement qui sort le mois prochain sur Maria Montessori, donc j'en profite pour vous transmettre que nous on va aller tous le voir. C'est clair. Mais du coup voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de miser un peu sur la singularité pardon de la personne et de pas faire quelque chose, une formation de masse. Et voilà, nous c'est vrai qu'on n'avait pas du tout envie de faire ça, et on dit souvent qu'on n'aime pas trop le mot formation parce qu'on trouve qu'il y a le mot, ça fait formatage, et c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est chez Indigo. C'est ça, et on utilise du coup l'intelligence collective vraiment du groupe pour faire le cours. Donc c'est un bootcamp, on est très très content parce que pour le coup on a eu une certification, donc RNCP, donc de France Compétences, donc mettre en œuvre une politique RSE, donc qu'on nous a donné là et pour toute l'année 2024 et puis même après. Donc on est très très content en tout cas de pouvoir l'annoncer. Et donc ce bootcamp, il est fait pour qui? Il est fait, donc en gros, nous, les types de profils qu'on va vraiment retrouver pour ce bootcamp-là, ça va être, moi je dirais, il y a 3 gros profils qu'on va revoir. Donc ça va être déjà des personnes qui veulent devenir responsables RSE ou travailler dans la RSE, donc qui font vraiment une reconversion professionnelle. D'autres qui sont chefs de projet ou responsables RSE, qui ont vraiment appris sur le terrain et qui ont besoin de monter en compétences, gagner en légitimité, d'avoir voilà des exemples d'autres experts donc qui se forment chez nous pour mettre en place la stratégie RSE de leur entreprise. Et aussi pas mal de monde qui ont pour objectif soit de devenir consultants ou même qui le sont déjà et qui veulent proposer un service en plus à leurs clients, qui les accompagner dans la mise en place de cette stratégie-là. Donc ça va être vraiment les profils qu'on va retrouver sur du coup le bootcamp. Et comment est-ce que on l'a du coup créé pour que vous soyez légitime à la sortie sur ce type de poste-là et sur vos objectifs. Donc, grosso modo, le bootcamp, comme on le voit sur la slide, on peut le diviser en 4 grosses briques. D'abord, avant de commencer, il n'y a pas forcément de prérequis, donc on vous envoie du prep work, donc de la documentation pour que vous vous mettiez à jour, que voilà, vous soyez assez familier avec tous les termes qu'on va employer pendant la formation. La première brique, c'est vraiment le starter, on part là-dessus. Donc, c'est l'onboarding, on revoit les fondamentaux, les outils, le contexte réglementaire, vraiment tous les enjeux, donc que ce soit environnementaux, sociaux et sociétaux, donc de la RSE. Donc, on commence là-dessus. Donc, c'est là où vous allez avoir tous les mardis et jeudis en cours du soir, du coup, les visios. Mais vous avez aussi une après-midi qui est la toute première où on commence la formation, où tout le monde se rencontre. Donc, ça se passe dans nos locaux à Paris. Sur, du coup, voilà, la première brique. Ensuite, après avoir revu, en tout cas, vraiment les fondamentaux, pour être capable, en fait, de faire une stratégie RSE qui soit intelligente, à notre sens, en tout cas, c'est important de pouvoir embarquer toutes les parties prenantes d'une organisation. C'est pour ça que la deuxième brique, on part sur les enjeux par métier,
où là, vous allez avoir l'occasion de revoir donc, tout ce qui va être RH, achat durabilité, marketing communication, donc vraiment de refaire une passe sur tous les différents métiers et comment les embarquer dans sa stratégie. En troisième brique, on passe sur vraiment les étapes pour mener sa stratégie RSE. Donc là, vous allez vraiment faire l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action concret. Donc RSE, vous allez faire les feuilles de route. Enfin voilà, vous allez vraiment utiliser encore une fois les outils réels qu'utilise un responsable RSE ou un chef de projet lors de la mise en place de sa stratégie. Donc on va être vraiment là toujours sur le concret, sur ce qu'on utilise en tout cas comme outil pour mettre en place sa stratégie. Et on termine sur le career coaching, où là, on va pouvoir vraiment vous aider à déjà vous mettre en avant sur LinkedIn, à vous coacher pour votre reconversion ou en tout cas rebondir professionnellement à la sortie de la formation. Donc, en tout cas, à mon sens, c'est assez précieux et ça a été encore travaillé sur ce nouveau bootcamp de mars pour que ce soit encore plus quelque chose d'encore plus solide et que vous vous sentiez encore plus légitime à la sortie. Ouais. Donc, Et aussi, pardon, je te coupe, on a pour l'accompagnement carrière, en plus de ce bloc-là, on aura aussi tout au long du cursus, on va vous donner des sortes d'exercices, en tout cas, des consignes, des choses à mettre en place au fur et à mesure. Donc, comme tu sais, pour LinkedIn, pour le CV, pour le réseau, tout au long du programme, avec forcément un gros focus de 3 heures sur la session accompagnement carrière. Mais l'idée, c'est quand même de vous donner le réflexe et de pouvoir vous accompagner tout au long et de pas se retrouver du coup dernière minute à devoir tout gérer. Donc ça, c'est un gros changement en effet qu'on a fait par rapport à la promo 1. Ouais, complètement. Et du coup, donc on termine sur le jury final. Où en fait, comme je le disais tout à l'heure, à chaque session en visio, vous allez toujours avoir des exercices, vous allez toujours travailler sur des cas concrets, des cas réels, vous allez prendre la main sur les outils, donc vous allez vous monter en compétences. Mais c'est aussi important pour nous de finir sur vraiment l'élaboration d'une stratégie RSE. Donc en fait, en groupe, vous allez être 3-4 personnes par groupe. Vous allez avoir le cas d'une entreprise qu'on va vous donner et ensemble, vous allez mettre en application tout ce que vous aurez appris lors de la formation. Et lors d'un jury final qui se fait aussi dans nos locaux, du coup, pour finir la formation, vous allez pitcher, présenter votre stratégie RSE devant un jury, donc composé généralement d'experts, de l'équipe pédagogique d'Indigo, de consultants, enfin voilà, de pas mal de monde qui sont là pour, bien sûr, c'est fait en toute bienveillance, hein, ils sont surtout là pour déjà vous donner des retours, donc qui sont assez précieux pour continuer, vous à vous améliorer. On trouvait que c'était un très bon exercice aussi de le faire en physique pour vous, pour gagner en légitimité et puis mettre en application tout ce qu'on apprend, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur le programme? Si vous avez on peut prendre un petit moment de pause et sinon on va continuer la discussion avec Benoît. Alors, hop. Alors je peut-être. Ah non, oui, juste avant, pour vous donner un exemple du coup, enfin un peu plus de concret sur les profs. Donc ça, c'est des profs qui sont sur la promo actuelle. Donc vous allez voir qu'à la fois on a des grosses entreprises, donc Métro, Salomon, EY, David Garbous qui était chez Fleury Michon aussi, et à la fois des consultants. On en a beaucoup, par exemple comme Marie Chaillot qui est dans une grosse entreprise comme Decathlon, mais maintenant qui a son compte. On va avoir aussi Clara Ouzlo, pareil, qui est consultante, qui était dans le cabinet de conseil Profil. Sophie, qui était la directrice notamment de ProDurable pendant 1 an. Et enfin Juliette, elle qui est donc un autre profil encore assez différent, qui est en libéral, qui est avocate sur les sujets de RSE et de droit de l'environnement. Mais voilà, c'est pour vous montrer en tout cas les personnes que nous on sollicite, enfin les profils qu'on trouve intéressants en tant qu'intervenants. Et en dessous, vous avez d'autres entreprises de personnes avec qui on a déjà travaillé. Alors, Florence, pour te répondre, est-ce que c'est principalement du e-learning? Alors justement, c'est moitié e-learning, moitié session live. Ce que disait du coup Cyrine tout à l'heure, c'est que avant, donc vous allez avoir des sessions live où vous connectez sur Zoom, à part de sessions en présentiel. Sinon, c'est vous connecter sur Zoom. Et juste avant, une semaine avant, vous avez accès à la plateforme e-learning. Donc, chaque session, vous lisez du contenu sur la plateforme e-learning. Une semaine après, vous avez votre session live. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir à la fois des contenus que vous pouvez lire quand vous avez le temps à tête reposée et des sessions live durant lesquelles vous pouvez interagir avec les profs et avec votre promo. Et du coup, vous êtes tous connectés en même temps. Voilà.
et vous pouvez changer avec les élèves. Et donc, vous êtes sur des promos de 20 personnes environ. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a convié donc Benoît. Benoît qui, du coup, a participé à la toute première promo responsable RSE qu'on a lancée au mois d'octobre et qui s'est finie en décembre. Du coup, c'était un programme qui était plus court. Donc, du coup, il va pouvoir aussi nous dire ce qui a plu, les différences qu'il voit aujourd'hui avec le programme. Et du coup, voilà, Benoît, est-ce que tu peux du coup te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es, où tu vis, même si moi je connais déjà les infos, pour nous remettre un petit peu dans le contexte. Ma vie, mon œuvre. Je vais commencer par une chose que tu as oublié de présenter et qui pourtant est très précieuse, c'est le Slack. Oui, Donc qui met en contact tous les apprenants et tous les intervenants et auxquels vous conservez l'accès après la formation. Donc ça permet vraiment de commencer à se constituer un réseau, de poser des questions, d'avoir des discussions, ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette notion de communauté qui dure même après la formation, qui est une des raisons pour lesquelles je suis parti la tête la première dans les formations Maria. Donc, qui je suis, j'ai travaillé pendant une décennie comme community manager avant que Facebook existe. Oui, je suis vieux à ce point-là. Une seconde décennie en faisant du conseil en communication, influence et positionnement auprès de dirigeants, en étant patron de ma propre structure. J'ai tout plaqué il y a 2 ans parce que je n'avais assez de faire partie du problème. Et là, je relance une nouvelle offre qui s'appelle 23h58 et qui est sous-titrée 23h58 Transition et résilience. Donc, je vous laisse deviner de quoi ça parle. Par rapport au cursus et par rapport aux points qui sont abordés, effectivement, je vais vous parler d'expérience d'un cursus 2 fois moins long. Que celui que vous allez faire. Mais donc voilà, il faut avoir cette précision-là en tête. ouais. Comment dire, le gros point fort, l'énorme point fort, le gigantesque point fort des 2 formations que j'ai fait, à la fois pilote et responsable RSE, c'est de présenter une overview très globale du secteur et une trajectoire de ce vers quoi va le secteur. En sortant de ces formations, vous ne serez pas expert sur tout, et ça tombe bien, c'est pas le but. Par contre, ça pourra vous donner une ou plusieurs directions dans lesquelles creuser. Et ça pourra, si jamais vous ne voulez pas en faire votre activité principale, ça pourra vous donner un vernis. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes patron de BU, si vous êtes dans un COMEX, ça vous donnera le vernis suffisant pour être capable de piloter soit une équipe, soit un prestat qui fait ce genre de choses de façon assez sereine. Donc, ce n'est pas exhaustif, et vu que de toute façon le secteur est en train de bouger dans tous les sens, ça n'aurait pas pu l'être, mais ça permet de pratiquer un peu toutes les spécialités du sujet et de donner vraiment un kickstart à ce type de trajectoire. Trop bien. Et alors, c'est quoi le cours que tu as... Quel cours tu as préféré? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué peut-être parmi tous les intervenants que tu as pu avoir? Quel cours j'ai préféré? J'ai beaucoup aimé le cours sur la réglementation parce que, mais ça c'est vraiment un affect très personnel. Moi, je suis tombé dans les sujets climat il y a 10 ans. J'ai lu des dizaines de bouquins, regardé des centaines de conférences, donc je venais pas là pour savoir quel était le problème. Par contre, je venais là pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et donc, le cours sur la réglementation, voir dans quel sens en fait les cultures sont en train d'évoluer, et également les notions de double matérialité et double comptabilité. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on compte, comme dirait l'autre, et que ça permet d'avoir une approche qui soit pragmatique et qui soit actionnable immédiatement dans toutes les entreprises. Parce que un autre chiffre intéressant, c'est le secrétariat national à la planification écologique qui l'a sorti il y a 3 jours. Il manque aujourd'hui en France 175 000 ETP pour démarrer une transition écologique qui soit sérieuse. Donc le besoin il est prégnant, le besoin il est immédiat. Et pour toi, c'est quoi les... Alors, je sais que toi, du coup, tu te diriges pas vers
un poste de responsable RSE, mais peut-être quel conseil que tu pourrais donner à des personnes qui veulent se lancer? Qu'est-ce qui pour toi est indispensable à avoir en tête, que ce soit en savoir-être ou savoir-faire? Voilà, un conseil qu'on pourrait donner. Alors, un savoir-faire et un savoir-être. Un savoir-faire, c'est savoir manipuler des indicateurs, disparates, parce que on ne peut plus se permettre aujourd'hui, pour piloter une activité ou une entreprise, d'avoir seulement la performance financière. Donc, si on veut aujourd'hui être responsable RSE, il faut se dire qu'on va constamment courir après 4 loups en même temps, que sont l'intensité carbone, l'intensité ressources, le niveau d'inclusivité et de parité, et enfin la performance financière. Ouais. Donc il faut être capable de jongler avec ces indicateurs et de mettre sur un même tableau des choux et des carottes. Et sur le savoir-être, justement, le fait de mettre tout ça en musique, de mettre tout ça dans une histoire qui redéfinit quel est le rôle d'une entreprise dans un monde contraint, le fait de pouvoir être rassembleur, parce que si vous vous destinez à être responsable RSE dans une entreprise, vous avez 2 solutions, soit c'est la vôtre, soit vous signez pour être l'emmerdeuse ou l'emmerdeur qui ira parler de climat à absolument tout le monde. Donc, si vous n'avez pas dans la poche un récit qui valorise tous les acteurs de votre activité et qui ne braque pas tout le monde tout au début, vous vous retrouverez à faire des touillettes à la cantine et en 6 mois, vous changerez de poste. Et c'est pour ça que le pitch est quelque chose de très important. Et Benoît, du coup, j'ai oublié de préciser, mais est aussi intervenant maintenant chez Indigo, justement sur un cours de prise de parole, sur comment embarquer une fois qu'on a mis en place sa stratégie et on est formé, on est compétent, mais comment on va au-delà et on embarque les autres collaborateurs autour de soi, qui est vraiment du coup un sujet qui est pas évident et en effet qui changera la donne sur votre poste et déjà aussi sur l'épanouissement, votre épanouissement, parce qu'en effet, si personne vous suit, vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, voilà, seul vous y arriverez pas et on sait que le collaboratif est hyper important et encore plus sur ces sujets-là. Tu voulais compléter? Non, c'est juste pour dire si vous avez des questions, je peux y répondre. Si vous avez des questions plus tard, je suis sur LinkedIn, donc à votre service. C'est ça. Et du coup, par rapport, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus si par rapport au projet un peu sur lequel tu travailles, peut-être que ça peut du coup intéresser certaines personnes qui sont là en quelques mots. Oui, je t'avais dit que je voulais pas faire ma pub, hein, pourtant. 23h58, c'est un cabinet de conseil, dédié aux transitions et à la résilience. C'est un cabinet de conseil qui va faire notamment de la RSE, mais pas seulement, qui en gros part d'un constat qui est assez simple et assez basique, qui est de dire on vit aujourd'hui dans un monde où l'économie présuppose le climat comme inexistant et les ressources naturelles comme inépuisables. On sait aujourd'hui que les deux sont faux, et tant qu'on continuera à piloter nos entreprises, nos activités, nos carrières, nos vies, avec ces certitudes-là en tête, on ira dans un mur. Donc, il faut trouver des trajectoires de résilience avant que ces trajectoires de résilience ne s'imposent à nous, parce que tous les plans de développement durable sont bien gentils, mais il y a un nombre d'atomes de cuivre définis sur Terre, et il va bien falloir faire avec ce qu'on a, et pas seulement avec ce qu'on a envie. Exactement. Donc, donc Benoît travaille est assez expert du coup sur tous ces sujets-là et sur le pitch. Donc, si vous avez des besoins ou des questions, on vous a partagé son profil LinkedIn. Si vous souhaitez aussi même échanger avec lui sur la formation, ou si vous avez des questions, là, vous pouvez aussi lui poser. C'est le but aussi de cet échange, c'est que vous ayez son retour d'expérience en live. On peut aussi vous donner en plus les noms d'autres alumni de la promo. On vous montrera du coup juste à la fin. Donc, il y en a 2 justement qui ont changé de poste juste après la formation sur des postes donc, de responsable RSE, de chargé de mission. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir leur retour.
Alors, donc on a une question de Mohamed. Les stratégies RSE sont-elles définies par les entreprises? Tu veux que je réponde? Ouais, je te laisse répondre. Je suis pas sûre de bien la comprendre, mais donc je te laisse répondre. Les stratégies RSE sont notamment définies par les entreprises en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. Là, depuis le 1er janvier, il y a la CSRD qui est en train de s'imposer d'abord aux grandes entreprises, mais qui va descendre dans la chaîne de valeur, ou par le responsable RSE. D'accord, ok. Alors, je vais continuer quand même sur ma réponse. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont aujourd'hui des figures imposées, que ce soit réglementairement ou que ce soit simplement par le bon sens. Après, la réponse à ta question, c'est les deux en général, parce que le responsable RSE va définir une trajectoire, mais on va être très clair, si le COMEX n'est pas de son côté, sa trajectoire n'ira nulle part. Donc, il faut vraiment que ce soit c'est une politique de transition profonde. J'aime pas le mot révolution parce que dans la tech on l'utilise tous les 18 mois, mais en l'occurrence, on ne peut pas avoir une activité productive dans un monde contraint comme on l'avait dans le monde jusqu'à maintenant. Et donc, on a une autre question aussi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple type de conflit, gestion de conflit, rencontré dans la mise en œuvre d'un programme RSE ou dans la définition d'un programme RSE? Alors oui, je peux en donner un très simple. Il suffit d'allumer la télé ou de taper Salon de l'agriculture. Non mais c'est pas du tout une plaisanterie. Ouais. J'habite en Centre-Bretagne et les 3/4 de mes voisins sont des éleveurs. Et en gros, ce que sont en train de faire les agriculteurs aujourd'hui, c'est de tirer toute une rafale de balles dans le pied sur leur avenir de moyen terme, parce que leur avenir de court terme ne fonctionne plus, ne tient pas. Ils sont dans une situation où on leur demande le beurre et l'argent du beurre, et pour une fois, c'est littéral. Et ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Les conflits qu'on va avoir, ça va être entre le pouvoir d'achat ou la valeur, en fait. On peut même parler de valeur de façon plus générale. La valeur des choses versus les externalités et les conséquences de ces objets, de ces services, de ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, 100% des entreprises et 100% des activités ont des externalités négatives sur les ressources, la biodiversité, le climat ou les trois. L'agriculture, c'est un des rares secteurs à avoir les trois. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est parmi les premiers à craquer. Mais les autres suivront. Donc, soit on a un plan avant en étant extrêmement clair sur ce sur quoi on peut choisir et ce qui va nous être imposé, soit on va au-devant de conflits comme ça dans à peu près tous les secteurs économiques. Carrément. Alors, désolé, Oriane et Cyril, c'est les cautions sympas, moi non. Non, mais c'est pour ça qu'on t'a proposé de venir. Quel est l'intérêt pour une boîte dite capitaliste de faire une stratégie RSE? Il n'a aucune obligation légale. Alors, pour certaines, il y a des obligations légales, pour toutes celles qui sont soumises à la CSRD, et notamment toutes celles qui sont soumises à la CSRD, il y a une petite ligne qui dit « Tous vos prestataires et fournisseurs doivent faire une empreinte carbone ». Donc, autrement dit, pour le faire simple, si d'une façon ou d'une autre, vous bossez avec ou pour le CAC 40, vous êtes concerné par la CSRD, ouais. D'une part. D'autre part, quel intérêt pour une boîte capitaliste survivre? C'est, de toute façon, aujourd'hui, le secteur qui est en train de mener la charge et qui est en train de mener les transformations les plus rapides, les plus violentes et les plus révolutionnaires, c'est le secteur banque-assurance. On ne croirait pas. Hein. Pour eux, normalement, eux, ils sont tranquilles. Pourquoi eux? Parce que eux, leur boulot, c'est l'avenir. Eux, leur boulot, c'est d'avoir des tableaux extrêmement précis avec des data points extrêmement précis sur est-ce que cet actif-là, dans 5 ans, il existe toujours, est-ce qu'il est rentable? Est-ce que dans 10 ans, il existe toujours et il est rentable? Et sur ces tableaux-là, on a plein de cases qui sont en train de passer rouge. Donc, l'intérêt aujourd'hui pour s'assurer de la pérennité d'une activité capitaliste ou d'une activité productive quelle qu'elle soit, la notion de capitalisme, elle est secondaire, la RSE
En ce moment, je pitch pas mal de sociétés où je leur dis, mais faites pas de RSE pour sauver la planète, hein, faites de la RSE pour sauver votre boîte. Hum. Je, Ils sont survivants. là, je parlais il y a 3 jours, je parlais à une boîte qui fait de l'ameublement, qui fait des meubles, qui fait des trucs comme ça, où ils me demandaient, non mais pourquoi est-ce qu'on irait se casser la tête à replanter des forêts, des choses comme ça? Je dis, ben, parce que le climat local est en train de changer et qu'on n'est pas sûr que les essences qu'on a aujourd'hui, on les a encore dans 10 ans. Donc, si toi, tu ne te poses pas la question de quels arbres tu tronçonnes dans 10 ans, personne ne va se la poser. Donc, la RSE, c'est ça, c'est voir plus loin et anticiper les chocs dont on sait qu'ils vont nous arriver dessus. C'est ça. Surtout au niveau de la réglementation, on sait que c'est la CSRD pour l'instant, c'est pour les entreprises de plus de 500 salariés avec un certain CA minimum, mais ça va diminuer dans le sens où après ça va être les entreprises de 250 salariés et ainsi de suite. Et en fait, donc il y a un moment donné où même ce sera pas que les entreprises du CAC 40 et c'est là où ça va devenir un peu chaud et où il va y avoir encore plus de demandes de postes de responsables RSE. Et pour répondre un peu à ta question, Florence, il y a en effet beaucoup d'offres d'emploi qui demandent des postes, des responsables RSE seniors, sauf qu'en fait, il y en a très peu des responsables RSE seniors vu que c'est un métier qui est très récent. Donc moi, mon conseil, ce serait de postuler quand même et de pas se laisser entre guillemets un peu intimider par le nombre d'années d'expérience qu'ils demandent parce que ils mettent souvent le max, mais en fait, dans les faits, ils ont du mal à recruter sur ces postes-là. Et je sais, enfin, je pense qu'au niveau, tu pourras me compléter Benoît, mais au niveau des PME, c'est aussi là où il y a, enfin, en tout cas, il va y avoir aussi beaucoup de demandes de ce type de poste. Et donc là, ils prendront des personnes qui seront juniors dans le sens où de toute façon, ils n'auront pas forcément beaucoup de moyens, ils n'auront pas des grosses équipes RSE comme on peut avoir dans des boîtes comme Danone et tout ça. Donc je pense que ça va être de plus en plus simple, j'imagine aussi, de trouver des postes plutôt juniors ou alors aussi en interne dans la boîte dans laquelle tu es, de créer ton poste. C'est aussi une option que pas mal de personnes ont fait. Est-ce que Benoît, Alors, je suis tombé sur un blagueur il y a 6 semaines de ça, qui avait sorti une offre d'emploi de 5 ans d'expérience en conformité CSRD. Je trouve ça pas mal. La CSRD s'applique depuis le 1er janvier 2024, mais il fallait quelqu'un qui a 5 ans connaisse l'avenir. Et enfin bon, les années d'expérience, en fait, il y a 2 façons de répondre à ça. D'une part, sur le secteur en lui-même, tout est en train de bouger très vite, donc les années d'expérience ne signifient pas grand-chose. En revanche, la seniorité est importante en ce sens où on va très vite aller discuter avec des COMEX et des CODIR, et ça peut être compliqué si on sort d'école. J'ai pas dit impossible, j'ai dit compliqué. Et pour les gens qui ont 15-20 ans derrière eux comme moi, c'est plus simple. Maintenant, il y a aussi énormément de cabinets qui recrutent en consultant et ça peut permettre de faire ses armes. Et ça peut permettre, alors je ne vais pas faire de pub pour des cabinets ou d'autres parce que je ne les connais pas tout simplement, mais ça peut vous permettre en 1 an ou 2 de voir passer plein de dossiers et de vous dire tiens, j'ai envie de me spécialiser là-dedans ou dans un secteur. Et après, c'est des sujets, en effet, où il faut se former assez régulièrement, c'est-à-dire que nous, on aura beau vous former à l'instant T, tous les sujets évoluent très vite, donc pour vous, après, il y a un sujet de veille à entretenir. Et Mathilde, pour répondre à ta question, en termes de légitimité, qu'est-ce que je peux dire? Alors, déjà, il y a 2 choses. Il y a déjà le fait que la formation, elle est certifiée par France Compétences et que du coup, elle est reconnue par sa qualité, par le programme du coup qu'on a proposé. Et après, si tu veux, moi, j'ai échangé avec du coup plusieurs personnes de la promo, donc ils ont fini il y a 2 mois. Il y a seulement 2 mois et il y a 2 personnes, 2 femmes qui ont changé du coup de métier suite à la formation et l'une d'elles m'a dit que pour les cas, l'étude de cas qu'elle avait dû présenter en entreprise, elles étaient aidées des cas pratiques qu'elle avait fait en cours avec Indigo parce que c'était des cas du coup qui étaient proposés par des professionnels. Donc pour le cours sur les achats, c'était une personne qui était chez Métro. Le cours sur l'éco-conception, c'était une personne qui était chez Decathlon. Et donc en fait, elle s'est aidée de ça
pour se vendre en entretien et pour montrer en fait, qu'elle était experte sur les sujets. Et donc, du coup, je organise un webinaire la semaine prochaine avec Laura. Donc Laura aussi qui a changé de job suite à la formation, et donc qui pourra vous en dire plus un peu sur comment elle a fait après la formation, les difficultés qu'elle a rencontrées aussi pour changer de job, mais surtout un peu les conseils qu'elle peut vous donner. Donc voilà. Et après, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Du coup, Il y, Mathilde. a- il- Ouais. il y avait la question de Pierre-Louis au-dessus. Est-ce qu'il existe une agence de notation? S'il en existait qu'une, on serait content. C'est un peu la guéguerre des labels en ce moment, et tous les labels ne se valent pas. Donc, comme tous les secteurs, qui évoluent et qui se développent très vite, tout le monde essaye d'y aller, de son petit standard, de son label. Et il y a des choses plus ou moins sérieuses. Ceci étant dit, si on est sur bilan carbone, empreinte carbone côté français, et SBTI côté international, on est à peu près assuré d'être dans les clous. Ouais, carrément. Merci Benoît d'avoir répondu à la question. Et aussi pour compléter, Mathilde, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est le fait que des personnes, tu vois, qui travaillent dans des boîtes comme EY, chez Axio, chez Samy, viennent aussi travailler avec nous. C'est qu'ils considèrent aussi que le programme leur convient et que c'est un programme de qualité. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en avant quand on postule à des jobs de RSE, de dire qu'on a travaillé avec ces personnes-là, qui d'ailleurs sont des personnes souvent qui peuvent aussi accessoirement vous trouver un travail, parce que en fait, les profs sont hyper accessibles et donc souvent les élèves les ajoutent après sur LinkedIn et continuent à échanger. Par exemple, on a une élève qui habite à Annecy, le prof qui travaille chez Decathlon habite à Annecy, je sais qu'ils se sont pris un café. Enfin, donc il y a aussi cette partie réseau, je pense qui renforce aussi la légitimité, même si en effet, Indigo, nous on est une école, on a 1 an et demi, on n'est pas les plus anciens, on va dire, sur la formation en RSE, mais bon, vu les retours pour l'instant qu'on a, ça a l'air de plutôt plaire. Et puis c'est pour ça aussi, je te rejoins Yann, qu'on travaille beaucoup sur les cas pratiques et les cas concrets en fait d'entreprise tout au long de la formation, pour gagner en légitimité. Et demain, lorsque vous passez des entretiens, c'est ça que vous allez pouvoir mettre en avant. Au-delà d'avoir une certification, c'est super d'en avoir une, mais c'est aussi de mettre en avant le fait qu'on a travaillé sur des cas réels, donc qu'on se sent plus légitime sur certains postes, quoi. C'est clair. Donc c'est pour ça que je vous mets là peut-être du coup les infos un peu plus administratives, parce que je vois que l'heure tourne, qui est déjà 13h14. Mais voilà, la prochaine promo donc, va démarrer en mars. Et après, il y aura une promo au mois de mai, fin mai. Ouais. Et aussi une en septembre. Donc pour l'instant, il y a ces 3 promos qui sont prévues. Il y en aura peut-être une même à la fin de 2024. Vous avez pas mal de types de financement. Du coup, je vais laisser aussi la parole à Cyrine qui va pouvoir dire un peu plus, qui connaît mieux ces sujets que moi. Ouais, alors le 19 mars, donc c'est la date de la prochaine session. Alors initialement, on devait prendre 15 participants. On a augmenté à 20. Donc on a 5 nouvelles places qu'on ouvre. On est super contents. Donc la clôture des inscriptions, ça va être le 5 mars. Donc on est en pleine sélection, en tout cas des participants. Au niveau des types de financement, on vous les a mis là, on a même mis à jour du coup le petit QR code CPF si vous voulez aller vous rediriger directement dessus. Donc les financements dépendent en fonction forcément de votre statut. Donc les OPCO, c'est pour si vous êtes en poste, vous voulez faire une demande au sein de l'entreprise de financer du coup la formation. Pôle emploi pour tous les demandeurs d'emploi. CPF, c'est accessible à tous. Faut savoir que vous cotisez 500 € par an. Donc c'est des droits de formation que vous avez. Donc, et c'est plafonné à 5 000 €. Donc, n'hésitez pas à les regarder pour pouvoir les utiliser avant que ça se plafonne. Et AR2, c'est les aides régionales. Donc, on pourra en discuter. Pour l'instant, c'est en stand-by, mais ça se réouvrira courant de l'année. De toute façon, on a en tout cas ces possibilités-là pour du coup les financements. Donc, c'est la certification RNCP, comme je disais tout à l'heure, donc qui nous permet d'avoir toutes ces aides aussi. Donc, en scannant le QR code, vous avez directement le lien. Merci Cyrine. Et pour du coup répondre à Antoine, du coup on vous a partagé le programme plus en détail dans le chat.
ainsi que l'agenda de Cyrine si vous voulez prendre rendez-vous avec elle et lui poser plus de questions. Vous pouvez réserver un créneau sur l'heure qui vous arrange. Et Florence, juste pour répondre à ta question, enfin Oriane, je te coupe deux Ouais. minutes. Bien sûr, c'est possible de compléter CPF plus France Travail ou CPF et autres. Enfin, on peut en discuter, Florence. Normalement, tu as le lien vers mon agenda. On prendra un moment pour en parler. Voilà. Et je vous mets du coup aussi à l'écran, donc ce sera avec Laura qu'on va échanger la semaine prochaine, donc le 7, si vous voulez vous inscrire au webinaire. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on sera au salon Talents for the Planet le 6 mars. On a un stand toute la journée, donc on sera là. Donc si vous voulez venir me rencontrer, c'est à Paris, je sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est près du bois de Vincennes peut-être. Mais en tout cas, voilà, on sera là-bas avec d'autres personnes de chez Maria School. Donc ça sera aussi l'occasion de se rencontrer en face. Donc voilà, donc si vous voulez contacter ces personnes sur LinkedIn, vous pouvez du coup leur écrire pour avoir leur retour. Voilà, donc si vous voulez, il y a aussi le numéro de Cyrine que je vous partage, soit pour cette promo de mars, soit ça peut être aussi pour la promo suivante. Et lien vers mon agenda, ouais. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Benoît, pour tes conseils, ton partage et toutes les réponses que tu as données auxquelles j'ai pas forcément aussi toutes les réponses. Et merci aussi beaucoup, Cyrine, d'avoir bien détaillé et expliqué tout le programme. On se retrouve du coup, pour ceux qui seront là, du coup, le 7 pour le webinaire avec Laura. Et sinon, je vous souhaite. Ah, il y a une dernière question. Je l'avais pas vue. Super. Et alors, le lien pour la semaine prochaine, donc tous nos événements. Pardon. Excuse-moi, j'ai Ouais. eu la question de Bénédicte. Le Pôle, enfin CPF, Pôle Emploi, France Travail refuse les AIF s'il vous reste assez de CPF pour payer la formation. Oui, ouais, tu fais bien de le dire. C'est ça. Forcément, France Travail vont vérifier. Ils ont accès à ça. Donc, si vous avez du CPF, ils vous demanderont de le mobiliser. Et ils complètent si besoin. Voilà. J'ai partagé le lien pour les événements pour vous inscrire à celui de la semaine prochaine. Voilà. Et je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne pause déjeuner. Et puis, on se retrouve du coup pour un webinaire la semaine prochaine. Et merci à tous pour vos questions. Merci, bon appétit. Bon appétit. Bonne journée.